Salut, c'est François. On se retrouve sur Road Story. Et aujourd'hui pour parler F1. Et un petit peu triste car Carlos Reutemann est parti et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer brièvement et je voulais vous parler de lui et donc de Carlos et Mimicha Reutemann, roi et reine de Monaco. Vous allez comprendre pourquoi. En effet, depuis quelques semaines, je réfléchissais à un article sur Carlos Reutemann et au départ surtout sur sa femme. Qui peut s'appeler Mimicha sans être exceptionnelle? Alors j'ai cherché des infos sur elle, mais je n'ai hélas pas trouvé grand-chose, si ce n'est que ses filles ont peut-être porté chance au grand Carlos lorsqu'il a gagné à Monaco en F1. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter pour lui rendre un peu hommage. Il était le fils de celui qui élevait les Lolejone, les porcelets. Elle, la fille de la bonne famille de Manucho, une ville à 40 km de la capitale Santa Fe, en Argentine. De là, on l'a surnommé Lolé. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Reutemann, qui n'avait alors qu'une camionnette, était encore loin de la course automobile. Mimicha ne voulait rien avoir à faire avec lui, mais il a tellement insisté qu'il a fini par la conquérir. Ils étaient beaux, ils étaient faits pour s'entendre. La parade nuptiale de Carlos pour Mimicha dura 1 an et 8 mois. Ils se marièrent le 18 mai 68. Il avait 26 ans, elle 22 ans. Leur mariage a duré 11 ans et ils ont eu 2 filles, Cora et Mariana. Leur relation n'a jamais été facile. Dans une interview, elle avoue qu'ils étaient comme l'huile et l'eau. Je suis heureuse, drôle, désordonnée, optimiste, imaginative, bavarde. Carlos est calme, timide, introverti, analytique, ordonné, concentré. Je me lève en chantant et il se lève en pensant. Mais revenons à la F1. Il y a plus de 40 ans, Lolé, c'est son surnom officiel, va courir en principauté pour l'écurie Williams. Jusqu'à là, ses filles n'étaient jamais venues à une course de Formule 1. Et ce jour-là, après 1 an et demi sans victoire, la chance a tourné, peut-être grâce à elle. À cette époque-là, la famille Reutemann habite à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Carlos Alberto Reutemann a décidé avec Mimicha que leurs filles, Cora Inès et Mariana, allaient pour la première fois le voir courir. Et quoi de mieux que dans la course où, en raison de leur domicile, ils étaient presque à la maison, dans le traditionnel Grand Prix de Monaco. Peut-être que Lolé pensait que ce week-end n'allait être qu'une sortie en famille, avec un peu de travail au milieu. Mais ce week-end sera très spécial. Les filles porteront chance à leur père, et donc à l'Argentine. Carlos, comme toujours, passa une semaine à tout organiser et à se concentrer. Ses seules préoccupations étaient de rester en forme physique et psychologique afin d'être au top pour le Grand Prix de Monaco. Pour autant, il se distrayait en jouant avec ses filles ou en bricolant. Carlos était aussi un grand lecteur. Il dévorait livres, journaux, magazines sportifs, notamment ceux de sport automobile, bien sûr. Mais ce n'était pas son seul centre d'intérêt. Il se passionnait aussi pour les taux de change interbancaires. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans la presse argentine. Un sujet dont il était un véritable spécialiste, bien loin de son job de pilote. Très réfléchi et studieux, il cherchait des explications à tout, et en particulier à son absence de victoire. À ce moment de sa carrière, son dernier succès remonte au 1er octobre 78 à Watkins Glen, aux USA. C'était la dernière des 5 victoires qu'il a alors remportées pour Ferrari. Quelques jours avant le week-end en principauté, quelqu'un lui a dit « Vous semblez satisfait de la Williams ?» Il a répondu « Oui, mais Scheckter, jeudi, est champion du monde sur Ferrari. » Pourquoi cette réponse? Peut-être est-ce dû au fait que le Sud-Africain l'avait remplacé à la Scuderia en 79 et avait obtenu la couronne. À son départ de Maranello, il avoua dans la presse, en 78, « J'ai gagné 4 courses, mais à chaque fois que je revenais à Maranello, on me faisait la tête. Cela a été la saison où il a le plus gagné, mais le manque de motivation de son équipe à son encontre était vraiment flagrante. » Donc, Reutemann a rejoint Lotus en 79, enthousiasmé par les performances du modèle 78. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Seules 2 deuxièmes places en Argentine et en Espagne ont été ses meilleurs résultats, et une 6e place au championnat. Il saura tout de même marquer plus de points que le grand Mario Andretti. Mais ce sera pour autant une saison un peu à oublier. Visionnaire, en 79, il sent que Williams aura la voiture pour gagner en 80. Et il réussit à rejoindre cette équipe pour la saison 80. Âgé de 38 ans, il n'est plus un jeune premier, il sait qu'il court après ses dernières saisons et ses dernières victoires.
Le premier Grand Prix de 80 a lieu à Buenos Aires. Après des essais moyens, il abandonne sur surchauffe moteur dû à de l'herbe masquant ses radiateurs après une légère sortie de piste. Image incroyable, on l'a vu rester à côté de sa voiture, pleurant de rage et de désespoir. À Monaco, très fort dès les essais, il échoue pour obtenir la pole position pour 69 millième. Le Français Didier Pironi, alors sur Ligier, la lui soufflait grâce à son temps de 1 minute 24 secondes 813. Les deux seuls à avoir été capables de tomber en dessous du temps de 1,25 étaient ces deux-là. Avec humour, Carlos commente les essais. Quelle honte, hein! La pole position m'a échappé pour un cheveu, mais quand même, pour un vieux comme moi, être deuxième à 7 centièmes, c'est bien, non? Au départ, dès les premiers mètres, Carlos perd la deuxième place à l'avantage de son coéquipier, l'Australien Alan Jones. Il n'y avait pas d'accord pour que je laisse Alan me devancer. J'ai bien démarré, mais il m'a dépassé, même si je ne me souviens pas très bien comment. Il me semble qu'il a pris l'intérieur et j'ai préféré ne pas prendre de risque en fermant la porte. Mais, comme d'habitude, Lolé n'a rien lâché et encore moins sur un circuit urbain où toutes les fautes mènent à une sanction immédiate. Je n'ai jamais essayé d'approcher Jones et Pironi car je savais que sur ce circuit, je n'avais aucune chance de les dépasser à la loyale. C'est pourquoi j'ai jugé plus prudent de rester derrière eux, sachant que Lafitte, qui était derrière moi, était dans le même état d'esprit. En d'autres termes, j'allais faire une course d'attente. Il se tint à cette stratégie jusqu'à ce que les deux premiers disparaissent. Le premier, Jones, au 24e tour sur panne de transmission. Le deuxième, Pironi, en délicatesse avec sa boîte, part à la faute, crève et doit abandonner au 54e tour. Carlos hérite de la tête à 22 tours de la fin sur une piste devenue humide. J'ai eu la chance que ma voiture n'ait eu aucun problème et que Alan et Pironi aient abandonné. En fait, j'étais assez calme et serein pendant toute la course. Mais la fin de course n'a pas été si simple avec l'apparition de la pluie. En effet, Lolé dut contrôler la Williams sur une piste mouillée en étant chaussée de pneus slick. Le principal souci que j'ai rencontré pendant la course a été dû à la pluie qui a commencé à tomber quelques tours avant l'arrivée et cela m'a amené à être encore plus prudent. La partie haute du circuit était plus humide que la partie basse et il fallait faire très attention pour voir à quel moment elle commençait à devenir plus humide. Je soulevais toujours ma visière pour mieux apprécier l'adhérence de la piste et je pense que c'est peut-être ces changements d'adhérence qui ont perturbé Pironi et l'a fait toucher le rail dans la zone où l'asphalte commençait à être, comme je l'ai dit, plus humide. Au dernier tour, Mimicha et Mariana, la plus jeune de ses filles, se sont approchées de la rambarde des stands. Elles ont pu applaudir leur père qui passait devant elles en vainqueur. C'était une nouvelle victoire après une traversée du désert de près de 19 mois et 18 jours. Le podium était complété par Lafitte et le Brésilien Piquet. Ils étaient les trois seuls à avoir bouclé l'intégralité des 76 tours prévus au Grand Prix de Monaco de cette année-là. Comme toujours, Carlos prit son temps pour analyser la course et il a livré dans la presse ses réflexions. Je suis déjà parti une fois en pole position à Monaco et j'ai commis l'erreur de patiner au départ. Cela m'a coûté la course et c'est pourquoi je suis si heureux d'avoir gagné en partant de la deuxième place sur ce circuit où il est vraiment très difficile de doubler. Si la course s'était déroulée en suivant le classement des essais, je n'aurais pas pu obtenir mieux qu'une troisième place. Mais Pironi et Jones ont disparu, m'ouvrant la porte de la victoire. La pluie était le dernier souci, mais j'ai su passer à travers les gouttes. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours été calme. Ce triomphe a une saveur particulière du fait que cela faisait plus d'1 an que je n'avais pas remporté de victoire. Ce qui m'a le plus satisfait dans cette victoire, c'est d'avoir vu à quel point l'équipe est excellente. Vraiment, Jones et moi sommes capables cette année de remporter de nombreuses victoires. Je sais que Frank Williams est plus intéressé par la victoire de Jones, et j'avoue qu'il y avait même un accord au début de saison à ce sujet. Mais pour l'instant, Frank veut que Alan et moi marquions autant de points que possible dans cette première partie de championnat. De cette façon, il a 2 pilotes avec la même capacité de victoire, et sans cela, il ne m'aurait pas embauché. Après l'obtention d'un titre mondial, gagner à Monaco est généralement l'objectif principal de tout pilote. C'est plus important que de gagner sur n'importe quel autre circuit gagné à Monaco. C'est entrer dans la légende. Rothman avait déjà été victorieux sur un autre circuit mythique, le Nürburgring, en 1975, sur la Grande Boucle. Ce fut la dernière année que la F1 courut sur cette grande boucle, sur la Nordschleife. En effet, en 1976,
Le Grand Prix s'est terminé par l'accident de l'Autrichien Niki Lauda, ce qui a scellé le destin du Nürburgring en F1. Ce triomphe à Monaco avait un goût de revanche, mais il arrivait un peu tard, a-t-il reconnu. C'est le réveil d'un nouvel espoir, c'est aussi la confirmation que Lolley a été souvent malchanceux ou pas toujours opportuniste. Il a pourtant couru pour des équipes comme Brabham, Ferrari, Lotus, Williams. La manière dont l'Argentin a mené sa course à Monaco cette année-là mérite d'être soulignée. C'est tout à la fois un exemple de clairvoyance, d'opportunisme et de maîtrise, sans être attribué ni à sa propre chance ni au malheur des autres. Pour rappel, Carlos a été vainqueur de 12 Grands Prix et est le seul des non-champions du monde, avec Gerhard Berger, à avoir vaincu au volant de 3 écuries différentes. Il est aussi le seul pilote à avoir obtenu des podiums en F1 et en championnat du monde des rallyes.